Le président de la République a reçu ce matin en audience les responsables du groupe Ericsson. Ils sont venus témoigner de leur volonté au professeur Alpha Condé d'installer un réseau d'interconnexion entre les différentes villes du pays. Sanassi Keita. Au palais Sékou-Touréa, ces responsables du groupe Ericsson, spécialisés dans le domaine des communications, sont venus émettre au président de la République leur souhait de s'implanter en Guinée, dans le but d'installer un réseau d'interconnexion entre les différentes villes du pays. Nous sommes un consortium de Ericsson, Gablex, une entreprise suisse, avec Voxfo, aussi une entreprise suisse. C'est un consortium suisse-allemande. Nous sommes Comme Ericsson, nous sommes très forts en Afrique. On fait des projets dans tous les pays en Afrique, aussi avec des États voisins de Guinée. Je pense qu'on a mis une affaire qui est à une côté de la technologie, mais à l'autre côté, on a vraiment une idée pour aussi transférer le know-how aux gens ici, les gens locaux. Aussi projets durables en futur. Pour la prospérité de Guinée. On a mis aussi des cités qui sont actuellement très concrets avec des partenaires en Suisse, avec une université en Suisse, qu'on peut faire une université pour les gens ici, pour les gens locaux. Si on a installé le réseau, on va très vite transférer le know-how pour mettre ça en place, pour avoir toutes les applications sur les réseaux. Pour cette raison, on a très vite un effet dans tous les pays. En plus de l'installation d'un réseau d'interconnexion, les dirigeants de ce consortium suisse-allemand comptent également construire une université en Guinée pour le transfert de la technologie afin de jouer pleinement leur rôle dans le domaine des télécommunications. Fin à Conakry du séminaire régional du comité des superviseurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 3 jours de formation ont permis aux participants venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre de se familiariser aux nouveaux concepts liés au risque du crédit et à la surveillance bancaire. Boubacar Ban aussi sur reportage. C'est un atelier régional qui a regroupé plusieurs cadres des banques centrales d'Afrique de l'Ouest et du Centre venus de nombreux pays dans le but de renforcer le partenariat bancaire de ces régions et de se familiariser sur les nouveaux concepts liés à la gouvernance au niveau du système bancaire africain. Thème retenu pour cette rencontre, la vision basée sur les risques. Un thème qui a suscité un intérêt évident au regard des derniers développements de l'économie mondiale frappée par une crise très poussée et dont les retombées n'épargnent aucune banque centrale. C'est pour cette raison que le comité de Bâle, tirant les enseignements de la crise, a mis en place une brochette de réformes tendant à améliorer la capacité des banques à freiner les chocs endogènes et exogènes pour éviter toute propagation de crise à l'économie réelle. Pour y parvenir, 2 experts de l'Institut de stabilité financière ont développé des thèmes liés à la surveillance transfrontalière, la supervision fondée sur le risque, le contrôle sur pièces et sur place, les risques de crédit bancaire, de liquidité et même du marché. C'est également plaisir parce que ça veut dire quelque part que les sujets vous ont intéressé, certes, mais aussi correspondaient à vos attentes, peut-être, et puis surtout à vos besoins. Et comme c'était quand même l'objectif recherché de ce séminaire, j'ai l'impression, subjective, c'est vrai, qu'en fait ce séminaire a été un succès. De l'avis des participants, ce séminaire a atteint son objectif. Nous croyons que nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup échangé. Les animateurs nous ont apporté beaucoup de connaissances que nous n'avons pas. Et pour cela, je crois que dès notre retour dans nos différents organes, nous allons rendre compte à nos supérieurs. Pour le président du comité des superviseurs de banque de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, cet atelier a permis d'obtenir un saut qualitatif dans la détection et l'analyse du profil de tous les risques. Un pareil séminaire vous prépare a priori et de façon naturelle à combattre avec efficacité les crises financières actuelles et à venir. Nous ne doutons pas un seul instant qu'à votre retour dans vos juridictions respectives, vous procéderez à une fidèle restitution des enseignements que vous aurez tirés de ce séminaire et qu'un plus grand nombre de superviseurs de nos régions de l'Ouest et du Centre s'appropriera les techniques d'évaluation prudentielle du profil de risque d'une banque.
a signalé que la prochaine assemblée annuelle du comité des superviseurs de banques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se tiendra du 18 au 20 décembre prochain à Abuja, au Nigeria. Dans l'actualité également, la rentrée scolaire 2012-2013 a été lancée sur toute l'étendue du territoire national. Elle a été timidement suivie par certains élèves de la capitale. Par contre, d'autres écoles ont fait le plan. Les autorités de l'éducation, quant à eux, rassurent le maintien du cap de la tolérance zéro vers l'excellence. Reportage Amadou Touré. Nous sommes jeudi 4 octobre 2012, deuxième jour de la rentrée officielle des classes sur toute l'étendue du territoire national. Malheureusement, le constat est amer. Nombreuses sont les écoles de Conakry qui continuent à savourer volontairement les vacances en dépit de tous les efforts d'information et de sensibilisation déployés par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique. Pourtant, à l'instar des autres pays de la sous-région, la Guinée veut tenir le cap des 900 heures de cours, une volonté affichée par les autorités de l'école guinéenne. Je veux dire aux élèves que les examens nationaux se préparent le premier jour de la rentrée scolaire. Aujourd'hui, les professeurs des spécialités étaient là, prêts. Ils se demandent pourquoi les élèves ne sont pas là. Tantôt, ils oublient que quelquefois c'est le premier cours du programme. On prend une question dans la première leçon, une question au milieu, une question à la fin. Mais s'ils ratent déjà le premier cours du programme, là où on donne les définitions sur le programme à étudier, ça, ils auront déjà perdu. Mais puisque les parents sont là à observer leurs enfants dans la rue, les enfants disent non, il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours. Eux, ils ne viennent pas demander, ils ne viennent pas vérifier. Mais je dis, il n'y a pas l'ouverture officielle. Nous avons fait plusieurs communiqués à la radio pour dire que la rentrée c'est le 3 octobre. Nous n'avons pas changé de rentrée. Nous avons fait aucun communiqué pour dire que la rentrée était reportée. La rentrée a eu lieu le 3 octobre. Les écoles ont commencé à fonctionner. C'est vrai, certaines écoles traînent, mais nous n'allons pas faire un autre communiqué pour reporter une rentrée quelconque qui n'a jamais été rapportée et reportée. C'est le 3 et je tiens à préciser que les méthodes d'évaluation ne vont pas changer. Nous allons faire comme par le passé, nous allons renforcer les méthodes que nous avons instaurées. Donc, chacun sait à quoi il s'attend en fin d'année. Il est 13h49, nous sommes au complexe scolaire Saint-Joseph de Cluny. Comme l'a Sidiki Kamara, les choses semblent évoluer correctement ici. Oumoukieta et Nénéoumou Diallo sont candidates aux examens nationaux. Elles pensent que c'est maintenant qu'on doit bien se préparer. Vu les résultats de l'année passée, on peut vraiment faire du sérieux pour aboutir à un bon résultat. J'ai pressé de venir à l'école, donc on m'a dit que c'est le 3 octobre, j'étais heureuse. On doit venir par exemple, quand on dit c'est le 3, tu dois venir, en fait, pour avoir la place de devant, s'asseoir bien, et puis tu peux suivre les programmes, et puis connaître beaucoup. Mais si tu viens à retard, tu ne peux pas rattraper les autres. En tout cas, le coup d'envoi étant donné, il faut se rendre à l'évidence pour éviter de verser les larmes de crocodile en fin d'année. Comme l'a dit l'autre, qui veut aller loin, prépare sa monture. Dans la perspective de la création des marchés de l'eau et de l'électricité dans la sous-région ouest africaine, la Guinée et la CEDEAO viennent d'organiser une rencontre de concertation pour rendre ce marché plus bénéfique pour les populations. Une initiative qui vise à réguler le marché de l'eau et de l'électricité en Guinée. Nabi Kamara. Il est établi que l'Afrique de l'Ouest est la plus arriérée en termes d'infrastructures, d'électricité d'une façon générale, et également d'approvisionnement en eau potable. Elle a un faible accès à ces produits et les prix les plus chers de la planète. Pour inverser la tendance, cela demande obligatoirement des investissements importants de la part des États et des opérateurs privés. Donc c'est un droit des plus imprescriptibles pour l'ensemble des populations de trouver les mécanismes pour que toutes les ressources qui sont susceptibles d'être mobilisées aient la confiance pour investir dans un secteur qui soit sécurisé et sûr de pouvoir fructifier leurs investissements. C'est pourquoi, dans la perspective de la création d'un marché régional de l'eau et de l'électricité, le gouvernement guinéen et la CEDEAO ont organisé ici à Conakry une rencontre d'information et de sensibilisation sur la régulation des services publics d'eau et d'électricité. La régulation, c'est de faire en sorte, dans des situations de monopole où il n'y a qu'un seul service, qu'une seule entité qui octroie le service, que l'on protège celui qui vient investir son argent
des habits de l'État pour que le politique ne puisse pas interférer sur l'économie et l'industrie, mais également protéger les consommateurs pour que celui qui produit le service le fasse dans des conditions professionnelles acceptables et à un prix qui soit raisonnable par rapport à ce que la technique permet aujourd'hui. Nous avons un régulateur national, mais la régulation n'étant encore pas optionnelle, le gouvernement a sollicité et obtenu de l'AREC un appui pour permettre à notre organe de profiter des meilleurs textes et pratiques disponibles dans la sous-région. C'est pourquoi vous avez vu les régulateurs régionaux des pays frères qui sont venus nous appuyer via l'AREC. Une démarche perçue par le ministre d'État chargé de l'énergie et de l'environnement comme l'affirmation de la volonté politique du gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, de créer toutes les conditions nécessaires pour la bonne gouvernance du secteur d'eau et d'électricité dans notre pays. Qui dit émergence, dit exploitation des ressources naturelles, quand il y en a, cet ensemble nécessite une énergie. Produire cette énergie afin de répondre à la demande de ces investisseurs nous amène aujourd'hui à revoir notre législation en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie. Ce qui va forcément nous amener à intéresser les partenaires privés dans la production. Et cela ne peut pas se faire sans une régulation, sans un cadre d'échange, sans un marché que communément on appelait le clérigage. La Guinée peut se réjouir donc de la tenue de cette rencontre des experts de haut niveau à Conakry pour aider à asseoir une agence de régulation du secteur d'eau et d'électricité dans notre pays. Les cadres de la Mano River Union étaient récemment en conclave à Conakry. Venus des pays membres, les experts se sont penchés sur les problèmes énergétiques et les ressources naturelles au sein de l'espace du fleuve Mano, des secteurs qui constituent de véritables facteurs d'intégration entre les différents pays de la Mano River Union. Ramatoulaye Touré, reportage. Pendant 3 jours, les participants venus de Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée ont réfléchi aux modalités de valorisation de nos ressources naturelles et énergétiques au sein de l'Union du fleuve Mano. Ils ont également élaboré une stratégie commune pour leur utilisation rationnelle. Comme vous le savez si bien, notre sous-région renferme des ressources naturelles immenses, avec des réserves non encore identifiées, dont la plupart sont méconnues. Cependant, malgré ces richesses naturelles, environ 60% de nos populations continuent à vivre dans la pauvreté. Et pour ces populations, l'énergie reste encore un luxe auquel elles n'ont pas accès. En créant l'Union du fleuve Mano le 3 octobre 1973, nos gouvernements ont assigné à cette organisation l'amélioration des conditions de vie des habitants des États membres par la promotion de programmes et de projets de développement économique et social. Dans cette voie, l'Union du fleuve Mano peut se féliciter d'avoir accompli à ce jour quelques progrès, et ce malgré les vicissitudes de l'histoire. Au nombre des acquis, il convient de citer entre autres la promotion du commerce intra-union, la libre circulation des personnes et biens, la promotion de la paix et de la sécurité et la réalisation des infrastructures routières. Les ministres ont à tour de rôle salué la tenue de cette réunion ministérielle du fleuve Mano sur l'énergie et les ressources naturelles, des secteurs qui pour eux constituent des moyens d'intégration de premier ordre. L'espace du fleuve Mano dispose d'énormes potentiels, tant énergétiques que miniers.
se dégage est qu'il y a un contraste entre ce potentiel et le bien-être de nos populations. Il ressort du constat qu'à la date d'aujourd'hui, nos populations n'ont pas accès à l'énergie. Le taux d'accès est très faible. Il est de moins de 0,5 tonnes équivalent de pétrole. Quand on va dans les pays émergents, où ce flot est d'environ 4 tonnes par an. Malgré ce potentiel, qui attire aujourd'hui plusieurs sociétés minières du monde, qui, dans leur exploitation, sont devenues des ressources importantes de revenus pour nos pays, mais l'impact global sur le bien-être de nos populations est insignifiant. Ces potentiels doivent servir de moteur de croissance pour le pays. Au terme de ces travaux, des recommandations ont été adoptées par les experts, entre autres l'institutionnalisation des activités liées aux énergies renouvelables, l'harmonisation des codes miniers et des investissements des 4 pays membres de l'Union du fleuve Mano. Le secteur privé s'unit pour assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce espoir que la Fédération de la pêche industrielle a signé une convention de fédération avec le patronat de Guinée. Les deux parties s'engagent ainsi à défendre mutuellement leurs intérêts pour le bonheur de l'économie guinéenne. C'est un reportage de Alariniba. Après le collège des importateurs de véhicules d'occasion, c'est au tour de la Fédération patronale de la pêche industrielle d'adhérer au patronat de Guinée, PAG en abrégé. Cette convention permettra de renforcer la capacité des deux entités à s'intégrer positivement dans la promotion des activités des différents opérateurs économiques. Cette convention a pour but d'indiquer les obligations morales et financières de chaque partie et de leurs adhérents, de recommander la gestion collégiale des éventuels conflits entre les parties. Ce jour mémorable qui marquerait le début d'un partenariat efficace par votre adhésion aux structures, notre structure